Bonjour à tous et merci d'être présents. Alors, une petite introduction pour vous dire que Julien Métayer, qui devait animer cette conversation, n'est finalement pas là avec nous. Du coup, on a réussi à former en dernière minute une super équipe que je vais vous présenter. Donc, on a donc Frédéric Pillou, qui est directeur digital de Digitrips. Sophie Bayot, qui est présidente d'un océan de croisière et de je vais pas y arriver. Sobitwin. Et Guillaume Verdelet, qui est secrétaire général adjoint aux entreprises du voyage. Donc, ils vont tous les trois vous parler de cybersécurité, de tout ce qui pose problème. Sophie va pouvoir témoigner aussi. Et surtout, l'intérêt des conversations, c'est que vous puissiez poser des questions, être vraiment acteur. Donc, n'hésitez pas. Vous avez une demoiselle qui sera avec son chapeau et qui pourra vous passer un micro pour que les intervenants entendent vos questions. Et je te laisse la parole. Merci Myriam. Bonjour à tous. Déjà un petit mot pour vous dire qu'on est un petit peu en improvisation parce qu'on est l'équipe de backup. Improvisation, mais c'est un sujet en fait clé qu'avec Guillaume au sein des EDV, on a déjà traité plusieurs fois. Il faut savoir qu'au sein des EDV, on a une commission digitale et innovation et que les enjeux de sécurité sont aujourd'hui un enjeu clé qui touche toutes les boîtes, de la plus grosse à la plus petite. Moi, Frédéric, je travaille chez Digitrips. C'est une plateforme de vente de voyages en ligne. On est plutôt considéré comme un gros acteur, mais ce n'est pas parce qu'on est gros en fait qu'on est à l'abri. Et c'est ça le premier message aujourd'hui, c'est qu'il faut être conscient qu'à tous les niveaux, on peut être victime d'attaques. On bosse beaucoup avec des agences de voyage et on a souvent, une ou deux fois par mois, des agences de voyage qui reviennent vers nous parce qu'elles ont eu des soucis et des hackings principalement. Elles viennent en conseil, elles viennent comprendre, elles viennent aussi parce qu'elles ont eu des réservations qui sont passées, qui ont été usurpées et qui génèrent des soucis. Et donc on est aujourd'hui dans une bataille permanente de la sécurisation à tous les niveaux. Alors dans le panel aujourd'hui, on a Sophie qui est avec nous, qui va, elle, nous parler de son vécu. Et je trouve qu'il est intéressant et pertinent. Alors en plus, pas de chance, parce que Sophie elle a cumulé les typologies d'attaques. Mais c'est aussi un exemple, et c'est aussi pour dire, quelle que soit la taille de son structure, aujourd'hui, on est vulnérable et on est attaqué. Et il n'y a pas de mal à dire, toutes les entreprises sont aujourd'hui attaquées quotidiennement. Et ça relève à la fois au niveau de l'entreprise, mais même à titre particulier. La frontière entre les deux, en plus, s'estompe, et quelqu'un qui va rentrer par le particulier va aussi vous attaquer sur l'entreprise ou vice-versa. Dans les deux jeux. Et il y a Guillaume qui nous fera après aussi un petit rappel pour aussi prendre un peu de recul en disant attention, les arnaques, on parle souvent de cybersécurité, mais il y a aussi hors monde cyber des bonnes vieilles pratiques de base à respecter derrière tout ça. Et Sophie, je vais commencer à te passer la parole parce que tu as un petit impératif à 17h, donc comme ça on va te libérer, mais je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre sur le mode partage et Sophie va nous partager son expérience. Si vous avez dans le public quelque chose ou une expérience à raconter, n'hésitez pas, on est là pour échanger. Oui, voilà, bonjour à tous. Effectivement, je n'ai pas le rôle le plus cool dans cette présentation puisque j'ai donc celle qui s'est fait, comme l'a joliment dit Frédéric, doublement avoir. Alors déjà qu'on a du mal à raconter quand ça arrive une fois, mais quand ça arrive deux fois. Alors, tout d'abord, la première attaque dont j'ai été victime, parce que j'ai deux sociétés, donc chacune des sociétés a été attaquée à un mois d'intervalle. Je n'ai pas des grosses sociétés, j'ai des petites sociétés. On est des petites équipes, on veille pourtant à partager l'information entre nous, on se parle, je veux dire, on est une multinationale et on est pour autant très bien protégé. Je veux dire, j'ai quand même une équipe IT, technologique, etc. Donc je ne travaille pas non plus, c'est pas artisanal. Eh bien, en dépit de tout cela, la première attaque a été une attaque dite classiquement de l'arnaque au président, c'est-à-dire qu'on a usurpé mon identité. Et c'est très très bien fait, mais ça Guillaume vous le dira puisque voilà, on a usurpé mon identité par email, par téléphone, par SMS,
pour faire à ma comptable des virements qui étaient soi-disant immédiats, qui étaient vus avec moi. Et le système est tellement incroyable que la personne qui lui parlait au téléphone complétait sa discussion téléphonique d'envoi d'email instantané, tandis que moi, j'étais en réunion 3 mètres derrière, en lui disant « Oui, on sait, Madame Bayot est en réunion. » Mais elle nous a donné l'autorisation. Ça, c'était la première arnaque qui a été très, très violente, on a découvert de manière très fortuite par un hasard l'après-midi, où je me suis étonnée pour une autre raison. Et il faut savoir que malgré tout cela, le lendemain matin, le criminel rappelait. Pas gêné du tout, en fait. Hein. Donc, ça aurait pu durer si on n'avait pas vu ça. Donc ça, c'est la première arnaque. Alors, sur l'instant, vous vous sentez démuni et très bête. Ça soulève des questions de confiance. Hein. Je me souviens, j'ai été vraiment soutenue par les EDV à ce moment-là. Des questions de confiance, c'est-à-dire comment continuer de faire confiance à une employée, en qui pourtant vous avez toute confiance, mais qui a commis l'impensable et qui elle-même se trouve, donc elle a la double peine, hein, parce qu'elle se rend compte qu'elle a été abusée. Elle ne comprend pas comment elle a pu l'être. C'était sa première faute en 29 ans. 29 ans de poste. Hein. Bon, elle l'a bien faite là. Elle a préféré en faire une très grosse. Ça, c'était le premier cas. Et un mois après, et là, sur la deuxième société, nous avons été fortuitement victimes d'un phishing avec une demande de rançon. Et ils sont entrés, et Frédéric a très bien souligné cela, parce qu'on a souvent l'impression que la sphère perso, la sphère pro, etc. Non. En fait, aujourd'hui, il se passe quelque chose, c'est qu'on est tous en télétravail. On travaille souvent avec des techniques de serveurs à distance pour se connecter sur nos emails pro ou nos dossiers pro. Alors moi, ils sont rentrés par un PC classique à la maison d'une de mes collaboratrices pour intégrer le serveur de toute la société. Et en sortie de ce serveur de société, ils sont rentrés dans mon propre Mac à la maison. Et ils ont tout crypté. Donc quand je dis tout crypté, c'est-à-dire que vous trouvez avoir vos dossiers pro, ok, mais aussi tous les dossiers personnels. Personnels qui concernent les enfants, qui concernent le médical, qui concernent toutes les choses de votre vie, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que tout le monde dit « Ah, mais tu n'avais pas sauvegardé ». Alors, j'ai envie de vous dire, si, on avait sauvegardé. Hein. Mais à partir du moment où c'est détruit et que c'est vendu en ligne dans le dark web, ça a quand même disparu. Ça vous appartient quand même plus. Bien sûr. Et c'est là où interviennent vraiment plusieurs éléments. Les assurances. Moi, ce qui m'a sauvé dans les deux cas, c'est d'avoir un assureur de confiance. Et pour ne point le nommer, c'est Explorassure. Mais c'est vrai que les deux fois, ils ont même trouvé ça dingue. J'ai téléphoné en disant, voilà, là je suis victime de ça, là je suis victime de ça. Donc d'un seul coup, vous êtes moins isolé. Ça vous permet d'aller voir des gens qui sont professionnels. Donc dans le second cas, qui est plus un cas pratique, d'avoir en renfort de votre propre équipe IT d'autres techniciens de la plateforme de l'assureur qui sont vraiment spécialisés sur tout ce qui est cyberattaque. Parce que ça peut vous paraître presque drôle, mais c'est vrai que c'est très étonnant de savoir que à un moment donné, moi, dans ma petite boîte, un lundi matin, 28 juillet, j'étais avec mon équipe IT en train de créer un faux compte dans Proton pour aller dans le dark web négocier des bitcoins. Même quand je le dis, j'ai l'impression que ça ne vient pas de moi. Et pourtant, c'est la situation. Donc c'est grotesque, parce que vous dites, mais on voit ça dans les films, je ne suis pas une grosse boîte. Ils s'en foutent, en fait. Voilà, l'idée, c'est, vous êtes dans la pêche du jour, est-ce que vous mordez ou pas? Si vous mordez, comment? Donc les gars sont même prêts à négocier. C'est-à-dire qu'au début, ils me demandaient un bitcoin toutes les 12 heures. Puis après, ils m'ont dit, non, on peut commencer avec 10% de bitcoin toutes les 4 heures. Mais n'importe quoi, en fait. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que, c'est vrai, c'est pas de la romance. Et ça m'a été confirmé par toutes les brigades financières, judiciaires et tout que j'ai croisées cet été. Tout le monde est victime, de manière perso, de manière pro. Ça nous arrivera tous un jour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Donc par rapport à ça, c'est mon petit conseil et que je dis à mes amis et que je partage en famille et tout, c'est déjà, sur tout ce qui est bancaire,
Fini, pour moi, les plateformes bancaires inhumaines, par numéro et par code. Dorénavant, moi j'ai un banquier, je le connais, je sais comment il s'appelle, quel est son nom, son prénom, quel est son numéro de téléphone, je veux l'appeler lui. Mais ça paraît idiot, mais revenons back to basic. Hein. Terminer les machins où on a beau avoir 15 000 certifications, finalement l'argent part quand même. Bon, ça c'est pas la voilà. Et l'autre deuxième chose, c'est effectivement de sauvegarder ces données, mais presque j'ai envie de vous dire sur un disque dur externe. Pardon, j'ai l'impression de revenir au Moyen-Âge. Mais je pense pourtant que c'est la solution. La preuve, c'est que même mes techniciens m'ont conseillé d'avoir peut-être un cloud, mais de conserver aussi mes données sur un disque et sur des serveurs externes et différents. Voilà, donc voilà, je ne suis pas grosse, je ne suis pas essentielle, je ne suis pas importante, je ne travaille pas sur des données sensibles, mais j'ai des clients. Nous étions protégés, mais ça n'a servi à rien. Donc voilà, mettez en place, si vous pouvez, deux, trois choses de ce type et assurez-vous. Assurez-vous, quand il vous arrive quelque chose comme ça, d'avoir immédiatement un dialogue avec des pros qui, vont vous soutenir moralement. Parce que, voilà, au début, on est quand même gêné. Hein. On a honte. On se dit, ah non, vraiment, je me suis fait avoir comme une bleue. Oui, bah voilà. On a honte, on est gêné, on est triste. On se demande ce qu'on a mal fait. Et on remet tout en question, alors que non, en fait, voilà, je suis désolée, mais oui, ça va arriver. Enfin, je pense que Guillaume est pas le contraire. Mais d'être entouré d'un côté par les entreprises du voyage ou par le CETO, et de l'autre côté par un assureur pro en toute capacité justement de me donner affaire à des experts, ça m'a aidé à traverser. Voilà, cette épreuve. Alors, juste pour revenir sur le premier cas qui s'appelle l'arnaque au président, dans les petits conseils que je peux vous donner et qu'on applique chez nous en interne pour éviter ça, c'est qu'on a mis en interne des protocoles de double validation. Ça veut dire que personne chez nous peut valider un virement. C'est toujours en double validation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux personnes. Donc bonjour, ça complexifie le truc. Et dès qu'il y a une demande de la direction financière ou ainsi de suite, il faut qu'elle soit contre-validée sur un autre canal de communication. Parce que le fraudeur, sa spécialité, en fait, c'est il a chopé un canal, il sait parler avec vous et il va tirer une ficelle jusqu'au bout. Ben, nous, les équipes comptables, il y a une double validation de personne, mais avant d'aller faire valider par une autre personne, elle doit contacter la personne initiale sur un autre canal. Ça veut dire autre chose que le téléphone. Il y a plein d'autres façons de contacter les gens aujourd'hui, par message, par Messenger, par WhatsApp. Parce que ça, les fraudeurs, c'est très compliqué pour eux de comprendre les circuits de validation interne d'une entreprise. Donc en fait, on force tout à dupliquer en contrôle. Il y a une autre connue, il ne faut pas que je touche le micro en bas. C'est un type d'arnaque qu'on a souvent chez nous, c'est des fournisseurs ou des gens qui sont passés pour nos fournisseurs, c'est souvent des très gros fournisseurs internationaux, sur lesquels on fait des virements qui comptent en millions d'euros à chaque fin de mois et qui nous disent, qui font un faux mail au nom du fournisseur et qui nous envoient voici notre nouveau RIB. C'est proche de l'arnaque au président sur le fond, mais qui vous envoie un nouveau RIB en disant voilà le nouveau RIB sur lequel nous envoyez les transactions. Ça arrive tous les jours. Et ça, la méthode, c'est quand l'équipe comptable a une transaction de nouveau RIB, validation sur un second canal. C'est-à-dire que l'équipe comptable doit trouver quelqu'un dans l'autre entreprise, pas par les infos qui sont dans le mail, par les infos qui sont dans nos systèmes, et appeler l'autre entreprise pour valider que ça va bien de l'autre entreprise. Toujours, la double vérif, en fait, si elle est systématisée dans vos entreprises et dans vos sociétés, va vous éviter beaucoup de trucs où par inadvertance on tombe dans le piège. Parce qu'en fait, c'est du piège et les arnaqueurs jouent sur l'urgence, sur la qualité de la personne, donc l'arnaque au président. Et si vous formez, en fait, c'est un débat de formation des équipes à des règles de bon sens qu'il faut généraliser. Et aussi, après, c'est un débat d'outils. Il faut avoir un outil bancaire qui ne permet pas les virements bancaires instantanés. Et même, tu parlais d'appeler son conseiller bancaire. Moi, j'ai plein de clients particuliers qui m'appellent en me disant on s'est fait piquer notre carte bleue
Et ils ont appelé avec le numéro de ma banque, ils se sont fait passer pour ma banque. J'aurais cru que c'était mon banquier. Et en fait, c'était un fraudeur qui leur envoyait un message sur l'application pour valider des paiements CB. Donc même si sa banque appelle aujourd'hui, en fait, il ne faut pas y croire. On en est à ça. Ça veut dire que quand votre banquier vous appelle, croyez pas que c'est votre banquier aujourd'hui. Rappelez-le vous sur votre propre numéro avec votre canal, parce qu'on en est là. Autant en particulier qu'en pro, en fait. Donc cette logique de double validation est clé derrière tout ça. Et alors après, les attaques de déni de service où ils viennent pirater les accès, c'est vrai que c'est compliqué d'arrêter tout ça. Il faut avoir une équipe IT, sécurité et ainsi de suite. Et il y a aussi un enjeu de formation, en fait. Je sais que nous, nos équipes internes, on les forme en permanence à sur quoi il ne faut pas cliquer. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne cliquent pas dessus. Mais on les forme à, si tu cliques sur un mail piraté, à nous avertir. À avertir l'équipe sécurité. Parce qu'en fait, le piège, c'est qu'un salarié ne prenne pas conscience qu'il fait une erreur et qu'il n'aille pas la déclarer. Donc il faut... c'est la rapidité qui est le mot-clé quand on se fait avoir derrière tout ça. Et c'est tous les jours, tout le temps. Moi, cet été, ce qui m'a le plus impressionné dans les arnaques, c'est perso. C'est vous recevez un SMS qui vous dit que vous êtes passé à ces Vinci autoroute. Et en fait, tout est fake. Ça joue sur le fait que maintenant, il y a des passages libres sur je sais, la 10. Je ne suis pas le spécialiste de l'autoroute de la Normandie, où tout est en flux libre. Et en fait, les fraudeurs ont compris que les gens ne comprenaient rien au système de flux libre et vous envoient des SMS au nom de Ulysse, le système de paiement. Mais derrière, vous n'êtes pas chez Ulysse et vous allez faire des micro-virements à la volée. C'est tout le temps, c'est partout derrière tout ça. Donc c'est un vrai enjeu de prévention, d'explication des équipes. Il faut expliquer, réexpliquer. On a un débat sur les EDV pour former encore plus et faire des cycles de formation sécurité là-dessus, dont on a déjà parlé, et pour amener toute la profession à s'améliorer, parce qu'en face de nous, on a des équipes de fraudeurs qui sont hyper formées, en fait. Donc il faut qu'on élève le niveau de tous les acteurs de l'industrie à un niveau supérieur là-dessus pour sécuriser un maximum. Guillaume, parle-nous un petit peu de tous les différents retours que tu as là-dessus. Je pense que j'irai exactement dans le même sens finalement. Il y a, alors, nos entreprises du voyage, on a évidemment beaucoup d'adhérents de petite taille, qui ont moins de 10 salariés, c'est 90% de nos adhérents. Et on est confronté à des témoignages, il ne se passe pas un mois sans qu'on ait un signalement, un témoignage d'une agence qui a rencontré un problème de sécurité, en tout cas qui a subi une escroquerie, cyber ou pas. Il faut voir où est-ce qu'on place le curseur du cyber. Il peut y avoir des hacks, en effet, purs et durs, comme a subi Sophie, et ça, c'est très compliqué à éviter. Et puis, moi, je n'ai pas forcément les compétences pour expliquer comment éviter ça d'un point de vue purement informatique. Par contre, très, très souvent aussi, il y a un facteur humain qui entre en ligne de compte, un sujet de formation, pas forcément du dirigeant, mais ça peut être de l'un des collaborateurs qui, pour une raison X ou Y, est là tout seul à l'agence le jour J et va faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Sans même parler de cyber, ça peut être des sujets tout bêtes et qu'on a même des escroqueries qu'on a même oubliées avec le temps, tellement elles se sont sophistiquées. Moi, j'ai eu un certain nombre de cas de signalement de bons vieux chèques en bois. Moi, ça, c'est tout bête. Alors, pas juste le chèque en bois qui est remis. Je réserve un voyage, je paye en chèque, je dois l'annuler dans les 2 jours parce qu'il m'est arrivé quelque chose, un accident, un problème familial. Faites-moi le virement et puis tant pis, j'ai perdu 25% de frais d'annulation et c'est pas grave. Et boum, il y a un virement qui est fait avec 75% du prix du voyage alors que le chèque était en bois. Bon, ça, c'est une mécanique tout bête. On n'est même pas encore dans le sujet du cyber et c'est quelque chose qui peut être évité avec un facteur humain. Encore faut-il pouvoir y penser. Donc, le partage d'informations, l'échange avec les collaborateurs est hyper important, je pense.
Il y a un certain nombre de réflexes ensuite qui commencent à être acquis par un bon nombre d'agences, et c'est tant mieux, mais le sujet de j'accepte les numéros de carte bancaire par téléphone. Ça fait 20 ans sûrement qu'on en parle. Alors 20 ans, j'étais pas là hein, dans l'industrie. Mais ça fait 20 ans. Voilà. Mais en tout cas, ça fait très longtemps. Et ça arrive encore. On a encore des signalements sur ces sujets-là. Alors là, la reco, elle est simple. Il ne faut pas le faire. Mais ça arrive encore. Et on a aujourd'hui des opérateurs, des escrocs qui vont tenter ça 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois et qui vont finir par y arriver, qui vont trouver quelqu'un qui sera d'accord. Voilà, c'est une question de répétition et ça finit par arriver. Et juste pour répondre techniquement aujourd'hui, chez vos partenaires de paiement, il existe des solutions qu'on appelle des liens de paiement qui sont envoyés aux clients, qui vous permettent de sécuriser la transaction, oui, de garantir les fonds. Donc pour les agences qui prennent encore des paiements, il faut encore prendre des paiements en ligne, mais par téléphone, mais aujourd'hui, un paiement par téléphone pour être bien fait, c'est par lien de paiement, qui est souvent une solution proposée par la banque, qui va envoyer sur le SMS de l'agence finalement un accès web pour faire une transaction sécurisée. Mais jamais mettre de numéro sur un TPE. Merci Sophie. Je suis désolée, merci, excusez-moi, mais c'était pas prévu, j'ai un autre rendez-vous. Merci Sophie. Bon après-midi. Je vais peut-être continuer sur les témoignages, les sujets reçus, et puis tu donneras les solutions ensuite. Ouais, une solution, en tout cas, les best on practices. Fonctionne comme ça. Non, et ce qui remonte aussi régulièrement, moi, ce que je constate, c'est réellement une fragmentation de l'accès à l'offre chez les agences de voyage qui, parfois, peut-être faciliter un problème de sécurité. Là où, il y a quelque temps, l'agence avait accès à son GDS, avait ensuite quelques contacts téléphoniques avec des tours opérateurs. Bon, aujourd'hui, il y a une multitude de plateformes auxquelles va se connecter un agent de voyage. Il y en a de plus en plus et elles vont sourcer les produits dans de plus en plus, auprès de plus en plus de plateformes différentes. Et on a là aussi pas mal de signalements de hacks, d'agents de voyage qui se font pirater leurs accès. Et ça arrive toujours le vendredi soir. Et tout un tas de réservations vont se faire pendant le week-end. Ça peut être un GDS, mais ça peut être une plateforme de réservation de je ne sais pas quoi. Tout est possible, tout ce que peut réserver un agent de voyage et où les données bancaires vont être préenregistrées, ou en tout cas, il y a un moyen de paiement de l'agent de voyage qui existe. Et ça, assez souvent, on se rend compte qu'on est sur une authentification unique avec une adresse mail. Et l'adresse mail, une fois qu'elle est piratée, évidemment, c'est jackpot, on a accès à tout. Et pour peu que les mots de passe soient les mêmes, ça peut aller très très vite. Et en un week-end, il y a plusieurs plateformes qui se font pirater. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et c'est vrai que par simplicité, on n'a pas forcément ces multifacteurs. Il y a aussi des sujets remontés par les agences. Le fait que si on veut un double facteur, souvent c'est le téléphone. Et il n'y a pas toujours la volonté d'acheter un téléphone par collaborateur dans l'entreprise, dans une petite agence. Il y a un sujet financier aussi qui vient derrière. Mais on en voit, on en constate un certain nombre. Et alors, il faut préciser que souvent, historiquement, tous les mots de passe sont dans un fichier mot de passe dans l'ordinateur, listés les uns après les autres, et que donc, quand on a un hacker qui arrive sur l'ordinateur, c'est jackpot, il a tout sous la main. Donc, la première règle, c'est pas de fichier de mot de passe. Alors, c'est facile à dire, mais comment on fait ça ? Aujourd'hui, il y a plein de systèmes de gestionnaire de mots de passe. Google en fait un gratuit. Il y en a des plus sophistiqués, ainsi de suite. Mais ces systèmes de gestion de mots de passe sont fiables, sont sécurisés, permettent le partage souvent entre collaborateurs des mots de passe. Parce qu'il n'y a rien de pire que le fichier de mot de passe. Parce qu'on parle de fraude externe, mais aussi de la fraude interne en même temps. Et je vais vous faire l'exemple chez nous. Aujourd'hui, on a l'interdiction, c'est un motif quasi de licenciement chez nous, d'avoir des fichiers de mots de passe écrits. Tout est écrit dans des gestionnaires de mots de passe qu'on se partage entre nous, au point que j'ai accès, moi, à certains systèmes sans connaître le mot de passe, parce que je me suis connecté au système de mots de passe de l'entreprise. Si je quitte l'entreprise, ça veut dire que je n'aurai plus accès et que je ne connais pas les mots de passe. Souvent, ce qui se passe, et ce qu'on entend en agence de voyage, c'est des ex-salariés de l'agence qui sont partis avec les mots de passe
et qui vont passer des réservations aussi. Il y a à la fois du vol, il y a aussi à la fois de la fraude interne. Et s'il y a un truc qu'on doit faire rentrer dans tout le monde, c'est gestionnaire de mots de passe obligatoire, systématisé et partage des inventaires de mots de passe. C'est à la fois pas grand-chose, c'est des choses en plus que souvent dans le grand public, moi j'ai un gestionnaire de mots de passe personnel et un professionnel, mais aujourd'hui beaucoup de monde a sur son téléphone un gestionnaire de mots de passe. Il faut prendre l'habitude d'avoir la même mécanique professionnelle et de considérer que c'est un asset de la boîte d'avoir ces mots de passe sécurisés. Ça n'empêche pas qu'après chaque acteur peut mettre des procédures de ce qu'on appelle 2FA, double authentification, autre chose comme ça derrière. Mais même ça, c'est à câble. La première façon, c'est de les sécuriser en entrée. Si vous les sécurisez en entrée et que vous avez un vrai mot de passe pour votre gestionnaire de mot de passe, je sais que c'est chiant d'avoir un mot de passe en plus pour accéder à tout ça, mais ça vous sécurise énormément. Donc là-dessus, il y a beaucoup de bonnes pratiques à avoir. Et après, dans la profession, on est de plus en plus, nous, en train de parler de sécuriser les connexions en fonction des adresses IP des gens. Et dans le débat qu'on commence à avoir avec beaucoup d'agences de notre côté, c'est de forcer les agences à avoir des IP fixes. C'est des petits abonnements qui coûtent 5 € chez des Orange et ainsi de suite. Mais ça permet à des acteurs comme nous de bloquer le compte uniquement pour travailler sur l'IP fixe du client. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour un hacker d'aller sur le réseau interne de l'entreprise en se faisant passer pour l'entreprise pour hacker. Et on va aller là-dessus. Hein. Nous, sur les 3 derniers mois, on a passé 5 gros réseaux sur ces mécaniques-là pour sécuriser de bout en bout la transaction. Mais toute la profession va évoluer sur de la sécurisation de bout en bout. Ça aura des contraintes. Hein. Moi, là, j'avais des agences d'un réseau de distribution qui n'arrivaient pas à se connecter parce que, vu que c'était contrôlé sur l'IP fixe, elles ne s'étaient pas pluguées en VPN. Je sais, je parle chinois, sur le système. Et vu qu'elles ne sont pas en VPN, ce n'était pas leur IP reconnu. Mais on ne peut plus bosser comme avant à l'ancienne où avec une connexion perso, tu vas pouvoir faire une résa sur un système sans être connecté en VPN. C'est plus possible aussi. Alors, je dis plein de choses. Oui, tu as dit plein de choses. Et je voudrais peut-être revenir sur l'aspect humain derrière et comment éviter de se faire avoir, en tout cas, nous, les idées simples qu'on a pu avoir. Sophie, je change un peu de sujet, mais Sophie disait tout à l'heure qu'elle était dans la pièce juste à côté pour des demandes de paiement de factures. Alors ça, on sait que c'est un point d'entrée important, les arnaques au président, le paiement de fausses factures, le changement d'IBAN, le facteur à double authentification dont tu parlais toi aussi, Fred. Ça peut être simplement se parler de visu. Nous, aux EDV, en tant que structure, on n'est quand même pas énorme. C'est plus que c'est double contrôle, c'est double check. Double check avec 2 personnes, mais ça peut être d'envoyer une demande en effet de paiement de facture par email, mais le règlement il va intervenir dès lors que 2 ou 3 personnes se voient en direct. Et là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui a un coût. Alors c'est un coût en temps, évidemment, parce que c'est double, c'est triple contrôle, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. On voit que ça se met de plus en plus en place. Hein. Et aujourd'hui, la cybersécurité n'est pas le job uniquement des équipes IT d'une boîte. En fait, ça va au-delà. C'est quasi le job des directions financières aussi. C'est un job de direction. En fait, c'est transverse. C'est un job de direction générale et c'est une sensibilisation au niveau de la direction générale qui doit aller à tous les échelons de la boîte parce que, en fait, on est tous attaqués à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Du coup, moi j'ai noté plusieurs choses, surtout sur les choses que vous nous dites de mettre en place justement pour pallier à cela, pour pouvoir contrer au moins ce hacking, on va dire. Notamment, vous savez, le fait de remettre un peu d'humain dedans. On parle souvent de, comme vous disiez tout à l'heure, et Sophie en parlait, d'avoir un lien aussi avec notre conseiller bancaire. Je parle
principalement, pour pouvoir justement échanger avec une personne et non pas avec maintenant les systèmes de banque dématérialisent énormément. On n'a même plus forcément, même au niveau professionnel, un conseiller à proprement dit, mais une équipe dédiée sur lequel on n'a pas forcément une seule et même personne. Même au niveau bancaire, c'est peut-être un service qui ne propose plus aujourd'hui parce qu'on est aussi sur une question de coût ou de pouvoir justement déléguer cette partie, ne pas avoir une personne attitrée par différents comptes où on doit avoir cette personne disponible. Il y a du turnover aussi qui se fait dans les équipes, il y a tout cela. Donc part justement sur ce principe-ci qui est quand même contraire en fait à la partie hacking où en fait on veut avoir justement un interlocuteur unique et humain en face de soi. Donc ça serait une première partie. Ensuite, on parle aussi toujours dans la partie paiement, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a les deux parties hacking. Il y a une partie où ils vont essayer d'aller chercher des informations bancaires, ou alors ils vont essayer de se faire payer quelque chose grâce aux informations qu'ils vont trouver sur les réservations, notamment, je parle des résas. Après, il y a l'autre partie aussi avec rançon, je ne sais plus comment on dit, rançongiciel. Merci. Comme ça. Donc en fait, par exemple, pour un règlement, je mets de plus en plus, moi, avec mes partenaires hôteliers, la possibilité justement de leur envoyer un lien de facturation sur lequel moi le client ne va pas donner ses numéros par téléphone mais va pouvoir payer via le lien. Qu'est-ce qui me garantit que ce lien en fait ne sera pas hacké également? C'est toujours cette question en fait. Sur le lien de paiement, le lien peut se faire hacker, mais en fait ça pas le lien de paiement, celui qui va mettre la CB dessus, il va avoir un vrai débit. Ce qui se passe sur un lien de paiement, c'est que tu vas faire une authentification forte d'un point de vue paiement. Ça veut dire que la personne qui va mettre la carte va devoir suivre le protocole 3DS qui est derrière. Et c'est ce protocole 3DS qui t'authentifie que c'est la bonne personne qui fait le paiement. Donc c'est pour ça que ça sécurise le paiement. Vu que ça force à faire un lien 3DS, un hacker, il n'a aucun intérêt à passer par là parce que c'est hyper compliqué de craquer le système 3DS. C'est pas impossible, mais très compliqué. Donc, c'est ça qui te sécurise la transaction. C'est que tu sais que la personne qui l'a fait et qui passe le paiement est la bonne personne. Là, je suis d'accord pour la personne qui le passe, le paiement. Oui. Par contre, la personne qui m'envoie le lien. Ah, bah là... C'est ça, c'est là-dessus. C'est là-dessus, parce qu'on est sur un système... C'est toujours pareil, c'est pour ça. En fait, on me demande, par exemple, d'avoir un lien, de ne pas avoir les numéros par téléphone. Alors moi, par expérience quotidienne, les hôteliers, déjà, pour une partie qui fonctionne encore à l'ancienne, demandent justement ces numéros au téléphone. Ne prennent pas la réservation de mes clients si on n'a pas donné ce numéro. Donc en fait, ça va nous bloquer à un certain niveau où moi j'ai des clients qui ne vont pas aller dans certains... Alors bien sûr, l'hôtelier se ferme à ces réservations-là, mais j'ai envie de dire, ça c'est notre point à nous. Un hôtelier, bien sûr, il est confronté à cela, peut-être plus professionnellement, personnellement aussi, mais d'aller lui faire comprendre un petit peu cette démarche en disant on ne demande pas les numéros parce que derrière on a la possibilité que la personne qui fasse la demande de numéro soit un hacker, mais on envoie un lien, lui va me dire bah, qu'est-ce qui me prouve que le lien qui est envoyé c'est pas un hacker également, et là-dessus qu'est-ce qui me prouve à moi? En fait c'est ça que je demande, c'est surtout, voilà je suis désolé, mais c'est surtout au niveau du règlement, dans tous les cas c'est de l'argent, c'est ça qui les intéresse. On est soit sur un rançongiciel, soit justement sur d'aller soit se faire payer, soit récupérer des coordonnées bancaires. Si, comme tout à l'heure, Sophie évoquait peut-être l'erreur de sa comptable en 29 ans de carrière, qui pour moi n'est pas une erreur. Sophie est partie, mais je pense qu'en ayant ça, et la manip a été faite, de peut-être pas vérifier, mais j'ai envie de dire, nous, dans notre vie perso, on vérifie pas tout. J'ai envie de dire. Et des fois, on peut se faire avoir sur des choses qu'on a pu faire 10 fois en se disant c'est passé 10 fois correctement. La 11e fois, il y a peut-être un détail, une virgule dans l'adresse qui fait que c'est pas la même adresse, mais sur lequel on n'a pas vu. Donc je veux dire, la personne, je vais pas lui jeter la pierre. Elle était comptable 29 ans, il n'y a pas eu d'erreur. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui va pouvoir me garantir aujourd'hui qu'un règlement se fera bien et se fera réellement sans hacking, avec toujours ce problème des personnes qui sont en banque actuellement, où ils veulent justement réduire ses coûts. Et en fait, ils n'ont pas du tout cette politique et ils ne vont pas refaire machine arrière par rapport à ça, en fait. Alors, objectivement, on n'a pas réponse à tout. Mais juste pour te dire que j'ai eu vent d'histoires de très grosses plateformes de paiement, de gestion d'hôtels en ligne, très, très, très grosses. Donc, voire les deux majeurs, qui se sont fait hacker leur système central. Et
comment ils se sont fait hacker. Des gens ont réussi à rentrer dans leur système central et à envoyer, en se faisant passer pour elles, des emails de paiement à leurs clients et à récupérer eux l'argent derrière. C'est un petit jeu du chat et de la souris. Il est permanent. Et avec votre système, tout à l'heure, vous évoquiez justement que dernièrement, il y avait 5 entités, 5 entreprises sur lesquelles vous avez passé sur une sécurité totale de A à Z. Elle est jamais totale. Alors voilà, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un juste support qui existe? En fait, tu montes le niveau. Le job en termes de sécurité, c'est monter le niveau de la barrière pour faire que un fraudeur expert, il arrivera toujours. C'est pas qu'expert, c'est qu'il y aura passé du temps, ainsi de suite. L'idée, c'est déjà d'écrémer, parce que le niveau de fraude de bas niveau, mais ça ne veut pas dire qu'elles font pas mal au portefeuille, est énorme. Il faut monter la barrière le plus haut possible de l'état de l'art. Mais c'est un jeu permanent et c'est juste que la barrière monte étape par étape. Et que plus on va être protégé, moins ce sera facile pour eux, plus ils iront sur d'autres entreprises qui sont plus simples et ils viendront chez nous peut-être plus tard. Tout à fait. Guillemets, j'ai envie de dire. Okay. C'est une partie du jeu. C'est un peu le jeu comme ça, d'accord. Ok, merci. En conclusion, et je pense qu'en plus on arrive parfaitement à la fin du timing, c'est un sujet où personne ne peut dire qu'il ne se fera pas attaquer, de la grosse à la petite structure, donc il faut être hyper humble sur le sujet. Il faut former. On en parle aujourd'hui, nous je sais qu'on en parle à toutes nos conventions EDV, et c'est dur de faire venir des gens, on n'a pas nos 1000 personnes aujourd'hui, parce que c'est pas toujours très passionnant. Mais à chaque fois qu'on fait des conventions EDV sur le sujet, on a des cas qui nous remontent où les gens viennent nous expliquer si j'avais su, maintenant je comprends. Donc voilà, il faut se sensibiliser énormément sur le sujet. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.